présence de deux chefs d'État. Le président de la RDC séjourne en Égypte depuis hier mardi dans le cadre d'une visite officielle de 48 heures, détail dans un instant. Lutte contre l'épidémie à virus Ebola. Kinshasa dénonce les restrictions de voyage imposées à la RDC par certains pays. Ne ferme pas ses frontières quand il y a épidémie, a déclaré le directeur général de Centres africains de contrôle et de prévention de maladies. Vous l'écouterez dans un reportage. Le Rwanda tire un profit massif de la contrebande et du blanchiment de minéraux et traite illégalement en RDC. Plusieurs rapports successifs de l'organisation Witnet met en lumière le mécanisme financier, logistique et militaire qui permet ces pillages de ressources de la RDC. Et puis, vers la digitalisation de l'administration financière de Kinshasa, un nouveau dispositif intelligent de collecte de la taxe statistique d'embarquement local a été mis en place à l'aéroport international de Djili. Détail dans le corps de cette édition. Madame et messieurs, voilà tout pour le titre. Bonsoir à toutes et à tous. Il est 20h passé de quelques minutes à Kinshasa, invité par son homologue Abdel Fattah al-Sisi de la République arabe d'Égypte. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été reçu par son homologue. Les deux pays viennent de renforcer leur coopération bilatérale avec la signature, ce mercredi, de 4 nouveaux accords de coopération. On débute cette édition par ces reportages signés Giscard Koussema. Depuis les premières heures de leur indépendance nationale, la République démocratique du Congo et la République arabe d'Égypte ont tissé une coopération bilatérale solide dans plusieurs domaines. À travers cette visite officielle aux allures d'une visite d'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Abdel Fattah al-Sisi ont voulu porter cette collaboration à un haut niveau stratégique en élaboration. Au cours de leur échange en tête-à-tête, les deux chefs d'État ont passé en revue l'état des relations entre leurs pays, ainsi que les perspectives de leur renforcement dans plusieurs domaines prioritaires, à savoir les consultations politiques et diplomatiques, la santé, le développement urbain et la gestion des villes, ainsi que les relations bilatérales d'investissement. Des accords et mémorandums d'entente ont été signés dans chacun de ces domaines. Honorables invités, j'ai mené avec mon frère Tshisekedi des pourparlers bilatéraux fructueux qui ont reflété notre volonté politique commune en vue de renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays dans les divers domaines, de nature à exploiter au mieux nos potentiels au service des intérêts de nos deux peuples frères. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a salué la convergence de vues entre lui et son homologue égyptien sur plusieurs sujets. Il a salué le geste de solidarité de l'Égypte dans la riposte contre la maladie à virus Ebola. J'ai également exprimé au président Abdel Fattah al-Sisi la reconnaissance du peuple congolais pour l'assistance récemment apportée par l'Égypte dans le cadre de la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Ce geste de solidarité, dans un moment de vigilance sanitaire, témoigne de la profondeur de notre amitié et de la réalité d'une fraternité africaine active, concrète et responsable. Je forme le vœu que l'amitié entre la République démocratique du Congo et la République d'Égypte continue à se consolider au service de nos peuples, de notre continent et de la paix dans le monde. Je vous remercie. D'autres MOU sont sous étude entre les experts des deux parties. Jamais l'axe Kinshasa-Leker n'a obtenu pareil résultat politique. C'est pour la deuxième fois en moins d'une année que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Abdel Fattah al-Sisi ont eu des entretiens de haut niveau, ici même au Caire en Égypte. Et puis au pays, elle était très attendue par le Congolais depuis plus d'une année maintenant. La commission d'enquête du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour l'Est de la RDC a été mise en place et la délégation de la commission est à Kinshasa avant sa descente sur terrain. Edith Chala. C'est une commission qui sonne les glas de l'impunité du comportement vampirique des forces armées rwandaises et leurs supplétifs du M23. Elle est arrivée à Kinshasa conformément à la résolution S-37/1 adoptée le 7 février 2025 par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. En début 2025, l'armée rwandaise, supplétif de l'AFCM 23, envahit Goma et Bukavu, assassiné, violé femmes. Il commet des inscrits. Inventé
et minimiser l'impact humanitaire. Comme toujours, à travers ses soutiens, il pensait que ces supplétifs passeraient à travers la justice. Les époques ont changé et les acteurs aussi. Le président de la République a actionné plusieurs leviers. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikoma Wagner, a mis le Conseil devant ses responsabilités. Le mandat de cette commission, arrivé à Kinshasa, sera d'enquêter sur les allégations des violations des droits de l'homme, des atteintes au droit international humanitaire et d'éventuels crimes que la CPI pourrait prendre en charge. Le travail de la commission s'inscrit dans la suite de celle d'établissement du commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Des responsabilités seront établies et les seigneurs de guerre installés à Goma feront face à la justice. Je le disais à l'introduction de cette édition, le Rwanda tire un profit massif de la contrebande et du blanchiment de minerais extraits illégalement en RDC. Plusieurs rapports successifs de l'organisation Global Witness mettent en lumière cette réalité. Oscar Balkaïj. Ces rapports accablants publiés ce 10 juin 2026 par l'ONG internationale Global Witness met en cause le Rwanda avec ses supplétifs, l'AFC M23, dans l'exploitation illicite des minéraux dans l'est de la RDC, notamment dans les mines de Rubaya au nord Kivu. Qui achète le coltan de la contrebande du Rwanda? Quel est le parcours mondial du coltan issu des conflits de la RDC à l'électronique mondiale? S'interrogent les enquêteurs de Global Witness. Les coltans extraits dans l'est de la République démocratique du Congo se retrouvent aujourd'hui dans les téléphones, les ordinateurs et les voitures électriques. Cette ONG internationale, Global Witness, a identifié les entreprises rwandaises qui exploitent ces minéraux des conflits, les fonderies qui les transforment et les grandes marques mondiales dont Microsoft, Apple, Amazon ou Sony qui se trouvent approvisionnés au bout de la chaîne. Et ces rapports de souligner que le système international de traçabilité censé garantir l'approvisionnement propre a, selon les enquêteurs, servi à blanchir les minéraux plutôt qu'à l'en empêcher. Avec nos recherches, nous avons pu connecter ces fonderies au coltan de Rubaya à travers des témoignages avec des négociants sur le terrain. Le coltan d'origine différente est mélangé au niveau des fonderies et l'obligation de ces entreprises serait d'arrêter l'achat de fonderies s'il y a des risques clairs que les minerais sont liés au conflit. Ce énième rapport vient s'ajouter à d'autres publiés précédemment par Human Rights Watch, le groupe des experts des Nations Unies sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité perpétrés dans le nord et le sud Kivu. Et puis en bref, sans image, le terroriste 123 appuyé par le militaire rwandais ont commis de graves violations de droits humains dans l'est de la RDC, notamment de meurtres, des actes de torture, de chaînes corporelles, de travail forcé, le recrutement d'enfants soldats. Selon un rapport publié ce mercredi par Human Rights Watch, l'organisation affirme avoir documenté des arrestations arbitraires ainsi que de services infligés à des détenus dans le camp de formation militaire de Rumangabo mi-2024 et décembre 2025. L'organisation appelle les autorités congolaises, les partenaires régionaux et la communauté internationale enquêter sur ces allégations pour suivre le responsable présumé de violation. Et puis au-delà de la RDC, la richesse du sous-sol congolais passe à l'ère du numérique. Mission en Belgique, le ministre de Mines accélère le processus de digitalisation et de rapatriement des archives géologiques de la RDC. Cédric. Après plusieurs années, la République démocratique du Congo franchit une étape historique avec enquête de sa mémoire géologique. Au Royaume de Belgique, le ministre des Mines, Louatum Kabamba, a tenu ce mardi 9 juin 2026 une importante séance de travail avec les responsables des archives géologiques relatives au sous-sol congolais ainsi qu'avec les représentants du Royaume de Belgique et de l'Union européenne engagés dans le financement et l'accompagnement de ce processus. Au cœur des échanges, l'élaboration d'une feuille de route opérationnelle destinée à accéder à la digitalisation et à la restructuration progressive de ces données stratégiques à la République démocratique du Congo. En cadre de collaboration, de partenariat avec ce musée, pour que graduellement les efforts qui se font ici puissent aller dans le sens de digitaliser ces données-là et nous les transmettre afin que nous puissions avoir de la bonne donnée géologique
que nous puissions y appliquer les technologies modernes, notamment l'intelligence artificielle et autres, pour accélérer finalement la découverte des gisements de notre pays. Les discussions ont également porté sur le projet PANAF Géo Plus lancé à Kinshasa en mars 2026 qui accompagne le renforcement des capacités des services géologiques africains grâce à la digitalisation des données, au partage des expertises et à la modernisation des outils techniques. La délégation congolaise a par ailleurs visité les chiffres géologiques et la cartothèque du musée royal d'Afrique centrale. Une visite marquée par la remise au ministre des Mines d'une carte historique de la République démocratique du Congo datant de 1952, un signe de reconnaissance et de courtoisie institutionnelle. Et puis, la conférence interafricaine de la prévoyance sociale a été édifiée sur les avancées enregistrées en termes de protection sociale. C'est le vice-premier ministre en charge de la fonction publique de la RDC, Jean-Pierre Liaou, qui a porté la voix de son pays assise à Genève, en Suisse. On retrouve Nadine Kilocho, notre envoyé spécial. En marge de l'évaluation des évolutions enregistrées par les États membres de l'AICES en matière de protection sociale à Genève, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a exposé magistralement sur la réforme des sécurités sociales implémentée sous le leadership du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a démontré la courbe croissante des progrès dans le secteur des sociales. Les avancées majeures réalisées par la RDC en matière de protection sociale présentées par le vice-premier ministre ont été appréciées par l'assistance et qualifiées d'une expérience inspirante pour de nombreux pays par le secrétaire général de l'AICES, Marcelo Abirabia. Les réformes du gouvernement congolais, c'était très intéressant. Je voudrais mettre l'accent sur 3 sujets. Le premier, c'est tout le processus de dialogue social. C'est une chose très importante. C'est une expérience pour montrer à tout le monde. La deuxième chose, c'est tout le processus d'extension de la couverture de la sécurité sociale, soit pour les employés publics, mais soit aussi dans une perspective universelle. Et le troisième pilier, c'est le pilier de la numéralisation, de la digitalisation. Donc, c'était des piliers très intéressants. Se projetant sur l'avenir, Marcelo Abirabia s'est montré particulièrement optimiste quant aux perspectives du système de sécurité sociale implanté par le gouvernement congolais. Vous avez fait de très bonnes choses et je pense qu'il a un avenir très bon pour la sécurité sociale sur la RDC. Les avancées réalisées dans le cadre de la réforme de sécurité sociale placent la République démocratique du Congo sur une trajectoire prometteuse avec une valorisation au sein du réseau international de la sécurité sociale. Grâce aux efforts réalisés, la réforme de sécurité sociale de la RDC constitue désormais une expérience inspirante pour de nombreux pays. Allez, on change carrément de registre et puis parlons de ces déclarations. On ne ferme pas ses frontières quand il y a épidémie. On renforce plutôt les mesures de contrôle pour éviter la propagation. Le directeur général de Centres africains de contrôle et de prévention de maladies rappelle le règlement sanitaire et dénonce les restrictions de voyage imposées à la RDC par certains pays. C'est une exclusivité signée Petit Tundok. Les règlements sanitaires internationaux exigent qu'on ne ferme pas les frontières à la suite d'une épidémie déclarée dans un coin d'un pays, mais on renforce plutôt des mesures barrières, des contrôles et des tests à l'entrée et à la sortie des voyageurs. Le docteur Jean Kasseya, directeur général de l'Africa CDC, est clair. On ne ferme pas ses frontières quand il y a une épidémie. Et ce que l'on fait, on renforce les mesures de contrôle. On teste les gens qui entrent, les gens qui sortent. On met les mesures barrières pour éviter que les gens puissent avoir ça. Selon le docteur Jean Kasseya, les pays africains n'ont pas besoin des restrictions de voyage. Il y a plutôt besoin d'œuvrer ensemble et de renforcer la lutte contre cette maladie. Quel est le pays qui a transporté tout le monde? C'est l'Éthiopie. L'Éthiopie n'a jamais fermé ses frontières. Ethiopian Airlines voyageait partout. Mais ils ont mis en place des mesures barrières. Est-ce que c'est pour cela que les millions de personnes sont mortes en Éthiopie? Non. L'Éthiopie a été l'un des pays les moins frappés. Aujourd'hui, nous avons plus besoin de travailler ensemble, de renforcer les capacités des pays africains et non des punitions. Puisqu'on ne peut pas accepter qu'une équipe congolaise puisse jouer pendant plus longtemps, n'a plus été au mondial, et les Congolais qui voulaient ou qui pouvaient se déplacer à cause des décisions qui ne sont pas justifiables vont le manquer. Il remercie les gouvernements pour sa position de montrer à la face du monde que la République démocratique du Congo fait de bonnes choses dans la riposte et la maîtrise de l'épidémie, tout en poursuivant les plaidoyers pour la levée des mesures.
Dans l'actualité également, la Chambre basse du Parlement congolais a voté hier la proposition de loi fixant l'organisation du référendum en RDC sur le 351 députés. 348 ont voté pour, 2 contre et 1 abstention. Cette loi sera envoyée au Sénat pour la seconde lecture. Anim Balaka, Tete Bongunja et Patrick Badibanga pour le commentaire. L'Assemblée nationale a franchi une nouvelle étape dans l'encadrement juridique du référendum en République démocratique du Congo. Réunie en séance plénière le mardi 10 juin 2026 sous la direction du président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Aimé Boji Sangara, les députés nationaux ont examiné puis adopté la proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum en RDC. À l'issue du vote, le texte a recueilli une large majorité avec 348 voix pour, 2 contre et 1 abstention sur les 351 députés votants. L'adoption ce jour de la proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo constitue un moment historique dans l'évolution de notre démocratie. En dotant notre pays d'un cadre juridique clair pour la tenue du référendum, l'Assemblée nationale renforce les mécanismes de participation citoyenne et consacre davantage la souveraineté du peuple. Parmi les modifications adoptées figure un amendement initié par les députés nationaux Patrick Matata Makalamba. Cette disposition élargit la composition de l'Assemblée constituante appelée à examiner un éventuel projet de réforme constitutionnelle. Puisque en RDC, nous avons 3 paliers de gouvernance, le pouvoir central, la province et les entités territoriales décentralisées, nous ferions œuvre utile en reprenant dans l'Assemblée constituante les représentants, les élus du niveau du pouvoir central, donc les députés nationaux et les sénateurs, les élus des provinces, les députés provinciaux, ainsi que les élus des entités territoriales décentralisées, les conseillers municipaux. Après son adoption à la Chambre basse du Parlement, le texte sera transmis au Sénat pour une seconde lecture conformément à la procédure législative. À quelques pas de l'Assemblée nationale, la Chambre haute du Parlement congolais a adopté à une majorité écrasante 4 accords stratégiques avec la Banque africaine de développement. Le contenu de ces accords avec Janine Kalenga dans un film de Gilon Piana et bienvenue au Salah. 4 projets de loi autorisant la ratification d'accords d'un prêt de montant global de 693,42 millions de dollars américains conclus avec la Banque africaine de développement pour désenclaver, former et assainir ont été votés par une majorité écrasante à la plénière du Sénat dirigée par le président de cette chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samalukonde Kenge. 4 secteurs prioritaires sont ciblés par ces financements, notamment l'agro-industrie pour l'aménagement des zones de production et des enclavements des bassins agricoles afin de sécuriser la chaîne de valeur et atteindre l'autosuffisance alimentaire. L'action humanitaire par l'appui d'urgence aux populations déplacées dans l'Est de la République démocratique du Congo avec accès à l'eau, à la santé et aux abris. L'emploi et compétences par la modernisation des 15 instituts techniques et professionnels afin de former 120 000 jeunes d'ici 2029 et booster l'employabilité et l'assainissement avec le programme Kinshasa Ezobunga par la gestion intégrée des déchets et création de 10 000 emplois verts et assainissement des milieux urbains. 77 ont voté oui, aucun n'a voté non, 1 a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt, IDA numéro 79-67-R du 2 avril 2026 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre de financement du projet de gestion des déchets solides et de création d'emplois qu'il appelle phase 1 pour un montant de 250 millions de dollars. Le ministre des Finances Dodo Fambali Botaï a défendu ces accords en insistant sur la transparence
dans la gestion et le suivi évaluation des projets. Au cours de la même plénière, le Sénat a ouvert un autre débat houleux sur la remise en cause et récurrente des titres fonciers régulièrement délivrés. Le sénateur Nguindo Bidia Cédric a interpellé la ministre des Affaires foncières Onej Nselemimpa sur 5 points qui sont notamment la responsabilité de l'État, la protection des détenteurs des droits, la doctrine des conservateurs, la validation des anciens titres et la digitalisation du cadastre. Face aux préoccupations des élus, la ministre a promis des réponses détaillées dans un délai de 24 heures. C'est la fin d'une longue période d'intérim au sein de l'inspection générale de la territoriale. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a pris acte du serment prêté par l'inspecteur général de la territoriale ainsi que par son adjoint nommé récemment par le chef de l'État, Bobo Anne Mokonzi. Je jure fidélité et obéissance aux lois de la République démocratique du Congo. Je m'engage à remplir loyalement et fidèlement les fonctions qui me sont confiées. C'est par ces mots, devant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jekmin Chabani, que le nouvel inspecteur général de la territoriale s'engage solennellement à renforcer la gouvernance territoriale. 12 ans après la dernière nomination à la tête de cette structure, cette nouvelle mise en place marque un tournant décisif pour cet organe chargé du contrôle de l'administration territoriale dans un contexte marqué par des grands défis de stabilisation et de décentralisation. Et nous tenons à rendre des vibrants hommages au président de la République, chef de l'État, qui lui tient à la réhabilitation de la territoriale, au renforcement de la gouvernance territoriale pour une gestion efficace et efficiente de la chose publique à la base. La mission qui nous a été confiée est de restaurer la structure qui est l'inspection générale de la territoriale, un instrument du gouvernement. Nous allons travailler en unité, mais sous le commandement, n'est-ce pas, et la direction de la hiérarchie. Le défi est désormais de taille pour la nouvelle équipe, passer des promesses solennelles aux actes concrets afin de redynamiser une administration territoriale souvent jugée distante de réalité, du terrain. Le compte à rebours est lancé. D'un registre à un autre, la RDC prévoit plus de 350 normes pour moderniser le secteur des infrastructures. Annonce faite hier par le ministre des Infrastructures et Travaux publics John Bonzalunda lors d'un briefing presse organisé au studio Mongebi de la RTNC. Jacques Abobo Mukumena Sedouga pour le compte rendu. La République démocratique du Congo entend accélérer sa transformation infrastructurelle à travers un vaste programme de modernisation des routes nationales, des voiries urbaines et des ouvrages d'art. C'est le message porté mardi à Kinshasa par le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, lors d'un briefing presse co-animé avec le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe. Placé sous le thème « État des lieux avancés enregistrés et perspectives dans les secteurs des infrastructures en RDC », cette rencontre a permis au gouvernement de présenter les principaux projets en cours ainsi que les réformes destinées à améliorer durablement la qualité des infrastructures du pays. Il y a ce travail de reconstitution, de reconnexion du pays. Nous avons aujourd'hui hérité d'un pays qui n'avait pas suffisamment de routes pour se connecter, mais aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour assurer une certaine appropriation nationale de notre réseau routier. John Banzalunda a également cité les réalisations enregistrées à Bunia, Mbujimayi, Kalemi, Lisala, Bumba, Loja, Lubefu, Chikapa ou encore Kabinda. Parmi les projets annoncés figure également la construction d'un pont moderne destiné à relier Lisala à Bongandanga afin de faciliter la mobilité et les échanges économiques dans cette partie de la République démocratique du Congo. Répondant à une question d'actualité en rapport avec la situation politique de l'heure, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe, a réagi en ces termes. Le président de la République a déjà dit ce qu'il pensait de ces dialogues. Il a déjà dit sa disponibilité. Il faut que ceux qui doivent venir à ces dialogues-là comprennent quels sont les impératifs de la patrie. On aura peut-être le temps d'épiloguer là-dessus, mais ici, il faut saluer la contribution prophétique de l'Église protestante qui a partagé ses idées. Je pense que dans la sagesse qui a été mise dans ces textes, les uns les autres doivent comprendre l'essentiel. Mais pour nous, au gouvernement, nous savons ce que c'est
l'essentiel et nous y travaillons. Et je pense même que sur les débats sur la Constitution, on n'en a pas encore formellement parlé en Conseil de ministres. C'est un débat qui fait court et le moment venu, nous aurons l'occasion de nous étendre là-dessus dès qu'une option sera levée au niveau du gouvernement. Le constat est sans équivoque. Briefing Presse fait école. Cadre idéal d'échange d'informations, très bénéfique et riche d'enseignements, l'exercice de redevabilité permet d'élargir les connaissances pour éradiquer l'ignorance. La régie aérienne poursuit sa politique de modernisation entre la construction d'un nouveau bâtiment administratif et le projet de création de polycliniques. L'entreprise multiplie les investissements pour renforcer ses capacités opérationnelles et améliorer le bien-être de son personnel. C'est une histoire relatée par Chimène Dondo. Entre une nouvelle infrastructure administrative et projets sanitaires, la Régie de voies aériennes accélère la transformation de ses outils de travail pour plus d'efficacité et de performance. Une délégation de la RVA a effectué une descente sur le site du futur bâtiment administratif afin de s'assurer de l'évolution des travaux. Un projet structurant financé conjointement par la RVA et la Banque africaine de développement qui s'inscrit dans une dynamique de renforcement de capacités opérationnelles. Depuis qu'elle existe, la RVA, plus de 60 ans, elle habitait dans des hangars. C'est grâce à ces conseils d'administration que nous avons finalement pu donner le go-ahead de ce projet. Vous savez aussi que nous venons d'avoir la grande nouvelle. Deux de nos aéroports internationaux ont été certifiés. Désormais, les avions de plus haute personnalité posés sur notre aéroport d'Ingili ou de la Luano en attendant que les autres soient certifiés. Le deuxième chantier, c'est le centre médical. Et à nouveau, si je vous disais dans quelles conditions les cadres et les agents de la RVA étaient soignés, bien, ça glace le sang et ça fait pleurer. Avec ces travaux annoncés, pour 15 mois, la RVA affiche une ambition claire, moderniser ses infrastructures et améliorer durablement les conditions de travail de son personnel. Et puis tout à fait autre chose, transparence et redevabilité étaient au cœur de l'expertise comptable à Kinshasa. Les conseils provinciaux de l'ONEC s'est réunis en assemblée ordinaire hier. Jacques Méji plutôt. À l'hôtel Béatrice de Kinshasa, les experts comptables de la capitale se sont réunis en assemblée provinciale ordinaire. Objectif, évaluer l'exercice écoulé et armer les professionnels face aux défis déontologiques actuels. La journée a débuté par une matinée pédagogique centrée sur l'éthique. Si on reste vertueux, respecter des principes fondamentaux au niveau individuel, on devrait pouvoir évoluer de telle sorte que l'expert comptable soit capable d'influencer les parties prenantes internes et externes et donc atteindre le niveau d'un leader transformationnel qui aurait un impact même au niveau national. Après 2 heures d'échanges intenses et la désignation de délégués pour le Conseil national, les travaux de l'après-midi ont fait place à la redevabilité démocratique, examen du rapport d'activité, validation de comptes au 31 décembre 2025 et quitus des commissaires aux comptes. Le Conseil provincial de Kinshasa joue la carte d'une transparence. En train de rendre compte sur le plan provincial. Clôturées au rythme de l'hymne national, ces assises renforcent l'ancrage de l'ordre à Kinshasa à seulement 1 mois du 2e congrès national. La capitale sénégalaise, berceau de l'art africain contemporain avec Dakar vitrine mondiale, la RDC sera présente à la 16e édition de la Biennale de l'art africain contemporain qui va s'y tenir du 19 novembre au 19 décembre de cette année. L'émissaire de la ministre sénégalaise de la Culture a remis ce matin l'invitation de la RDC auprès de l'ambassadeur congolais accrédité au Sénégal, Yvette Mankoutima. Le Sénégal confirme son statut de capitale africaine de l'art contemporain.
Du 19 novembre au 19 décembre 2026, Dakar accueillera la 16e édition de la Biennale de l'art africain contemporain, un rendez-vous culturel des dimensions internationales placé sous les thèmes de l'antifragilité. La République démocratique du Congo sera de la partie. L'invitation officielle a été remise au diplomate congolais en poste à Dakar, Maître Christophe Muzungu, par l'émissaire de la ministre sénégalaise de la Culture. Et cette invitation officielle veut dire que la RDC sera à l'honneur à travers sa communauté artistique. La Biennale de l'art africain contemporain sera à sa 16e édition et c'est la plus grande biennale d'art contemporain d'Afrique qui a été portée par l'État du Sénégal depuis 1989. Et c'est avec grand honneur que nous souhaiterions inviter officiellement la République démocratique du Congo pour nous présenter l'état de sa création contemporaine. Que toute la communauté artistique soit présente, les artistes, les commissaires d'exposition, les marchands d'art, les collectionneurs et toutes les personnes profanes qui ont envie de découvrir la Biennale de l'art africain contemporain et qui représentent l'Afrique et sa diaspora. Exposition, photographie, design, architecture, art numérique et performances rythmeront cet événement qui célèbre la créativité africaine et celle des diasporas mondiales tout en portant les grandes idées et les revendications de notre époque. En politique, il y a stabilité des institutions dans la province du Maniema. Assurance donnée au secrétaire permanent par le gouverneur de province lors d'une rencontre au siège de l'Union sacrée de la Nation. C'est mercredi. Robert Ndaye et Turbo Chimanga. L'Union sacrée de la Nation se porte bien dans la province du Maniema. Affirmation du gouverneur Moussa Kabankoubi Moïse qui a échangé ce mercredi 10 juin 2026 avec le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbatabe Toukoubé Soumangu. Le numéro 1 de la province du Maniema a transmis au secrétaire permanent une invitation pour se rendre à Kindu dans le prochain jour pour l'installation du conseil provincial de l'Union sacrée de la Nation. Nous sommes venus aussi remettre la liste des membres devant animer les différentes secteurs de l'Union sacrée au Maniema. Surtout, formuler l'invitation à monsieur le professeur pour qu'il vienne nous visiter, visiter l'Union sacrée Maniema. Le représentant du chef de l'État en province ne peut pas avoir une vision différente de celle du chef de l'État. Donc, l'Union sacrée Maniema soutient toutes les réformes, notamment les réformes constitutionnelles. Le secrétaire permanent a invité les institutions provinciales à privilégier la cohésion en cette période cruciale où le pays est agressé par le Rwanda. Bien avant, le secrétaire permanent a invité les bureaux de l'Assemblée provinciale du Maniema à travailler pour l'unité et le développement de la province. 13 députés provinciaux ont été reçus par le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbatabe Toukoumé Soumangu. L'honorable Isabelle Yumba Kalinga, députée nationale élue de Kamina, a rencontré le secrétaire permanent ce mercredi, une rencontre qui intervient à un moment charnière après l'adoption par les députés nationaux de la loi fixant les modalités pour l'organisation du référendum en République démocratique du Congo. L'élu de Kamina a rassuré le secrétaire permanent qu'elle se mobilisera le moment venu pour la sensibilisation de la population pour le changement de la Constitution. Nous avons voté une proposition de loi fixant les modalités de pouvoir organiser le référendum. Ça veut dire donner la parole à la population avec une clarté et une sécurité juridique. Dans la même logique, les membres de l'Union sacrée extra-parlementaire ont déposé leur contribution sur la nécessité d'un changement de la Constitution. Placide Tsumpa appelle les Congolais à suivre l'exemple de l'Union sacrée extra-parlementaire. L'un de parti et formation politique, Kinshasa se prépare à accueillir la d'approbation de la stratégie nationale de promotion des exportations et de diversification de marchés. Objectif de cette grande messe commerciale, identifier le principal contrainte qui freine les exportations de produits congolais au niveau international. Eric Abamba. Kinshasa prépare déjà l'atelier d'appropriation de la stratégie nationale des promotions des exportations et des diversifications de marchés. La rencontre réunira le principal partie prenante du secteur, notamment les producteurs, exportateurs, représentants de l'OCC,
de l'ONAPAC ainsi que ceux de l'AFEC. À quelques jours de cette rencontre, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaonga, a réuni ces jours tous les animateurs de l'ANAPEX. Objectif, identifier les principales contraintes qui freinent les exportations congolaises et de proposer des solutions concrètes pour améliorer l'encadrement et la promotion des produits agricoles, agro-industriels et artisanaux destinés au marché extérieur. Une démarche qui veut diversifier l'économie nationale et accroître les recettes d'exportation, selon le directeur général de l'ANAPEX. Il nous a recommandé à ce qu'on puisse ici là essayer de revenir avec des propositions par rapport à l'appropriation même de l'aspect au niveau de province à l'intérieur du pays, qu'on lui fasse des propositions par rapport à ça et aussi par rapport aux contraintes même que les exportateurs ont ici en RDC et puis des propositions par rapport à tout ce qui est comme formation. Pour Mike Tambwe, son établissement entend désormais se rapprocher davantage des producteurs exportateurs afin de mieux répondre à leurs préoccupations et de faciliter leur accès aux marchés internationaux. En sport, avant de nous quitter, il s'est tenu cet après-midi au studio Bamangébi de la RTNC, un face-à-face entre la RTNC et les administrateurs de Fan Zone sur la question de la diffusion de la Coupe du Monde 2026. Richard Kalala et Siondé Maka. Une rencontre entre la RTNC et le Fan Zone de Kinshasa était de taille à l'aube du coup d'envoi de la Coupe du Monde FIFA 2026. Étant le diffuseur officiel de la compétition en RDC, la radio-télévision nationale congolaise, représentée par son directeur général adjoint, José Adolphe Voto, a tablé sur les règles à observer pour un relais sécurisé. De l'exercice questions-réponses auquel s'est livré animateurs et participants, un moratoire pouvant mettre d'accord les deux parties a été trouvé. Avec le promoteur de Fan Zone dans la ville de Kinshasa, sous l'encadrement de l'hôtel de ville, à travers la direction provinciale de la culture, pour non seulement leur rappeler les normes que la FIFA nous a exigées pour la diffusion ou l'exploitation des signaux de la Coupe du Monde, mais aussi pour leur demander qu'ils puissent acquérir le droit d'exploitation de ces signaux pour des fins commerciales à bonne ou due forme auprès de la RTNC. Le décor est planté aux responsables des fan zones de se mettre en règle avec l'administration de la RTNC pour une diffusion en toute quiétude. En bref, vers la digitalisation de l'administration financière de Kinshasa, un nouveau dispositif intelligent de collecte de la taxe statistique d'embarquement local a été mis en place à l'aéroport international de Njili. Objectif, moderniser la collecte de cette taxe en vue de renforcer la transparence dans la gestion de recettes de la vie. Nous y reviendrons avec force et commentaires dans nos prochaines éditions. C'était un plaisir de vous informer durant cette semaine. Je vous retrouve lundi, mardi, mercredi avec le même plaisir à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.